L'odeur du repas de Noël devrait être le parfum du bonheur. La cannelle, la noix de muscade, l'arôme sucré de la dinde dorant au four. Pour moi, pendant des années, ce fut l'odeur de l'amour, de l'effort récompensé par les sourires autour de la table. Mais ce soir-là, chaque fragrance semblait porter une touche d'amertume. Avant de plonger dans cette histoire, qui me fait encore bouillir le sang rien que d'y penser, permettez-moi une petite requête. Des histoires comme la mienne, sur les petites batailles menées en silence, méritent d'être partagées. Si vous aimez les récits où la justice, même tardive, trouve son chemin, pensez à vous abonner à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des tournants que la vie nous réserve. Maintenant, laissez-moi vous emmener à cette soirée de Noël, la nuit où le respect est mort dans ma propre maison. J'étais debout, portant mon plus beau tablier, un tablier blanc, brodé de lavande par ma défunte mère, ajustant le plat du gratin dauphinois. Les pommes de terre, finement tranchées, mijotaient dans une crème riche, la surface couverte d'une croûte dorée et invitante. La maison était pleine. Des cousins éloignés, mes 2 fils, Mathieu et Pierre, la femme de Pierre, et bien sûr, Aurélie, la femme de Mathieu. Mon petit-fils, Léo, 8 ans, courait dans le salon avec une nouvelle voiture en bois que je lui avais sculptée. Le bruit était celui d'une fête, mais la tension, pour qui savait où regarder, était palpable. Aurélie était adossée à l'encadrement de la porte de la cuisine, une coupe de champagne cher tenue entre ses longs doigts manucurés. Elle portait une robe en velours noir qui, selon elle, venait d'un créateur parisien. Son regard parcourait ma modeste cuisine, les armoires en bois que mon défunt mari, Jean-Luc, avait construites, les casseroles en cuivre suspendues, héritées de ma grand-mère, avec un mépris à peine dissimulé. Elle n'avait jamais besoin de dire un mot. Son silence était plus bruyant que n'importe quelle insulte. « Maman, c'est bientôt prêt. On a tous faim, » dit Mathieu, mon fils aîné, avec ce ton de celui qui essaie d'apaiser un conflit avant même qu'il ne commence. Il était coincé entre 2 mondes, celui de son enfance simple et celui de la vie sophistiquée qu'Aurélie exigeait qu'il projette. « Presque, mon fils. Juste 1 minute de plus pour que le gratin soit parfait, » répondis-je, forçant un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. C'est alors qu'Aurélie décida de parler. Elle fit un pas dans la cuisine, le son de ses talons aiguilles résonnant sur le carrelage usé. Elle se pencha sur la casserole, où la sauce aux érelles cuisait lentement. Elle plissa le nez, un geste minime, mais chargé de venin. « Serra », commença-t-elle, utilisant mon surnom d'enfance d'une manière qui le faisait sonner comme une offense. « Tu fais encore ces choses ? Cette odeur ? C'est si rustique. » Le mot « rustique » sortit de sa bouche comme s'il était synonyme de sale. La cuisine, auparavant remplie de conversations, devint silencieuse. La femme de mon fils Pierre, Chloé, baissa les yeux vers le sol, soudainement intéressée par ses chaussures. Pierre fronça les sourcils, mais ne dit rien. Mathieu se racla la gorge, mal à l'aise. Je sentis la chaleur monter le long de mon cou, une vague d'humiliation si intense qu'elle me coupa le souffle. Je regardais mes mains, ridées et tachées par des années de travail au potager et en cuisine. Des mains qui avaient élevé ces enfants, qui avaient reprisé leurs vêtements, qui avaient préparé chaque repas de leur enfance avec amour. « C'est un repas de Noël, Aurélie. »« C'est la cuisine de notre famille, » murmurai-je, ma voix plus faible que je ne l'aurais souhaité. Elle rit, un rire bref, sans joie. « Exactement, votre famille. » Elle se tourna vers les autres invités dans le salon, qui faisaient semblant de ne pas avoir entendu. « Ne vous inquiétez pas, j'ai apporté un dessert décent, un entremets d'une pâtisserie d'Aix. Au moins, nous n'aurons pas à manger un gâteau sec qui sent la naphtaline. » Le coup fut direct, droit au cœur. Ma tarte aux pommes et aux noix, la recette de mon arrière-grand-mère, refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Je sentis les larmes me piquer les yeux, mais je refusais de lui donner cette satisfaction. J'avalais ma salive, le nœud dans ma gorge ressemblant à une pierre. Je pris le plat de gratin, mes mains tremblant légèrement. Je l'emmenai à la table à manger, que j'avais décorée avec des pommes de pin et des branches de houx de mon jardin. Personne ne m'aida. Ils m'observèrent en silence, comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Je m'assis en bout de table, la place qui avait toujours été la mienne. Mais ce soir-là, je me sentis comme une intruse. Pendant le dîner, Aurélie domina la conversation avec des histoires de ses voyages d'affaires à Lyon, de ses amies influentes, des marques de luxe qu'elle consommait. Chaque mot était une pique, une façon de me rabaisser, de me montrer à quel point ma vie à Saint-Émilion était petite et insignifiante. Mon fils Mathieu ne me regarda pas dans les yeux une seule fois. Il mangeait en silence, la tête basse, le poids de sa loyauté partagé l'écrasant. Ce fut sa lâcheté qui me fit le plus mal.
plus que le mépris d'Aurélie. Quand le dessert arriva, ma tarte resta intacte dans la cuisine. Tout le monde se délecta du gâteau cher et parfaitement géométrique qu'Aurélie avait apporté. Je les observais, ma poitrine un vide creux et froid. À ce moment-là, sous les lumières scintillantes du sapin de Noël, entourée de ceux que j'aimais, je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Et c'est là, en mâchant un morceau de dinde qui avait perdu toute sa saveur, qu'une graine fut plantée dans le sol aride de ma douleur. Ce n'était pas une graine de haine, mais de justice. Je n'allais pas crier, je n'allais pas pleurer devant eux. J'allais avaler cette humiliation, la digérer lentement, et attendre. J'attendrais le bon moment. 6 mois, 1 an, le temps qu'il faudrait. Aurélie avait construit son monde sur une fondation d'apparence et de mépris. Et moi, Séraphine Duval, simple veuve d'un petit village provençal, j'allais trouver la fissure dans cette fondation, et, avec la même patience que celle avec laquelle je m'occupe de mes roses, j'allais la voir s'effondrer. La vengeance, décidai-je ce soir-là, est un plat qui, contrairement à mon dîner de Noël, se sert bien meilleur froid, très froid. Le matin du 26 décembre arriva, gris et humide, un reflet parfait de mon état d'esprit. La maison était terriblement silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge à pendule dans le salon, un son qui me réconfortait habituellement, mais qui semblait maintenant marquer le temps d'une vie qui s'évanouissait dans la solitude. Les restes de la fête étaient partout, des assiettes empilées dans la cuisine, des verres avec des marques de rouge à lèvres, des serpentins en papier froissés sur le sol. L'odeur de pain du sapin de Noël se mêlait à l'arôme aigre du vin renversé. C'était le décor d'une joie forcée, et j'étais la seule actrice restante sur la scène vide. Je m'appelle Séraphine Duval, mais pour presque tout le monde à Saint-Émilion, je suis simplement Séra. Je suis née dans cette même maison, il y a 74 ans, entre des champs de lavande et des vignobles anciens. La Provence coule dans mon sang, avec son soleil impitoyable en été et le mistral qui siffle en hiver. Je suis veuve depuis 8 ans de Jean-Luc, un homme dont la rudesse extérieure cachait un cœur aussi loyal que la terre qu'il travaillait. C'était un menuisier, ses mains étaient calleuses et fortes, capables de transformer un simple morceau de chêne en un meuble qui durerait des générations. C'est lui qui m'a appris la valeur de la patience, de la précision, d'attendre que le bois sèche au bon moment avant de le travailler. Une leçon que, sans le savoir, j'appliquerai dans d'autres domaines de ma vie. J'ai élevé mes 2 fils, Mathieu et Pierre, à la sueur de mon front. Pendant que Jean-Luc était dans son atelier, je complétais nos revenus. Je faisais des confitures, je cuisais du pain, et mes gâteaux du week-end sont devenus célèbres au marché hebdomadaire du village. La vie n'a jamais été facile, mais elle était honnête. Il y avait une dignité dans la fatigue à la fin de la journée, une satisfaction à voir mes fils grandir en bonne santé et forts, même avec des vêtements rapiécés et des jouets faits à la main. Pierre, le plus jeune, m'a toujours plus ressemblé. Calme, observateur, les pieds bien sur terre. Il s'est marié avec Chloé, une fille douce du village voisin, et ensemble, ils gèrent une petite ferme biologique. Ils vivent une vie simple, très semblable à celle que j'ai connue. Mathieu, en revanche, a toujours eu faim de plus. Il rêvait des lumières de Paris, du succès, d'un monde au-delà des collines de la Provence. Il est allé à l'université à Marseille, a obtenu un diplôme en gestion, et c'est là qu'il a rencontré Aurélie. Au début, j'ai essayé. Je jure que j'ai essayé de l'apprécier. Aurélie était belle, avec une élégance qui semblait déplacée dans notre village. Elle parlait vite, utilisait des mots que je ne comprenais pas, et regardait tout avec un air de supériorité. Elle voyait notre vie, nos traditions, non pas comme quelque chose à valoriser, mais comme un retard, un embarras dont Mathieu devait se libérer. Et Mathieu, aveuglé par l'amour et ébloui par son éclat, s'est laissé emporter. Il a commencé à nous rendre visite de moins en moins. Quand il venait, il semblait avoir honte de notre maison, de notre simplicité. Le mépris d'Aurélie pour moi était un poison lent, administré à petite dose au fil des ans. Un commentaire sarcastique sur mon accent, un cadeau d'anniversaire clairement choisi à la hâte. Un regard dédaigneux sur mes mains sales de la terre du jardin. L'humiliation de Noël n'était pas un acte isolé. C'était le point culminant d'années de manque de respect silencieux. C'était la déclaration publique qu'à ses yeux, je ne valais rien. Alors que je lavais la vaisselle de la veille, l'eau chaude soulageant un peu la douleur dans mes articulations, l'image du visage d'Aurélie ne quittait pas ma tête. Le sourire moqueur, les yeux froids, et l'image de mon fils, mon Mathieu, regardant son assiette, incapable de défendre sa propre mère. La douleur était physique, une pointe aiguë dans la poitrine.
Je pris ma tarte aux pommes et aux noix, qui avait passé la nuit dans la cuisine, intacte. La pâte, qui aurait dû être croustillante, était maintenant légèrement humide. La garniture, qui aurait dû être mangée chaude et réconfortante, était froide et lourde. C'était un symbole parfait de ce que je ressentais. Je la regardais un long moment. Puis, avec une décision soudaine, je pris le plat, sortis par la porte de derrière, et marchai jusqu'au fond de mon jardin, où se trouvait le composteur. Sans hésiter, j'y ai renversé la tarte. La voir tomber sur les épluchures de légumes et les feuilles mortes fut étrangement libérateur. C'était un adieu à la Séraphine qui acceptait tout en silence. Je suis rentrée, je me suis séché les mains et j'ai préparé un café fort. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où j'ai aidé mes fils à faire leurs devoirs, où j'ai consolé leurs chagrins d'enfance, où j'ai partagé d'innombrables repas avec mon mari. Le soleil d'hiver, pâle et faible, entrait par la fenêtre, éclairant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Ce ne serait pas une vengeance de cris et d'assiettes cassées. Ce serait le style d'Aurélie, pas le mien. La mienne serait silencieuse, méthodique. Comme Jean-Luc me l'avait appris, je devais trouver le fil du bois, comprendre sa structure, et seulement alors appliquer la force au point exact. Le monde d'Aurélie était construit sur une image, une façade de succès et de sophistication. C'était sa structure. Et c'est là que je devais travailler. Mais comment ? J'étais une femme de 74 ans dans un petit village. Mon monde était mon jardin, ma cuisine, et le marché du samedi. Son monde était fait de choses que je comprenais à peine. À ce moment-là, je n'avais pas de plan. J'avais seulement une certitude, une flamme froide qui brûlait dans ma poitrine. L'humiliation que j'avais ressentie ne serait pas la fin de l'histoire. Ce serait le début de la mienne. Janvier arriva, apportant avec lui un froid qui pénétrait jusqu'aux os. La vie à Saint-Émilion reprit son rythme lent et prévisible. Les conversations au marché tournaient autour du prix des olives et du manque de pluie. Je maintenais ma routine. Je m'occupais de mon jardin d'hiver, je préparais mes confitures et, le samedi, j'installais mon stand au marché, souriant à mes clients habituels, échangeant des recettes et des plaisanteries. De l'extérieur, j'étais la même Séra que toujours. À l'intérieur, les rouages de mon esprit ne cessèrent de tourner. Je devais entrer dans le monde d'Aurélie, mais son monde était un territoire étranger pour moi. C'était un monde d'écrans brillants, de mots anglais qui sonnaient creux et d'une communication qui se déroulait en silence, par des doigts glissant sur du verre. Ma seule technologie était un vieux téléphone à grosses touches que je n'utilisais que pour appeler mes fils et mon amie de longue date, la veuve Madame Dubois. L'épiphanie, quand elle est venue, n'a pas été un éclair, mais une lueur douce, venant de la source la plus improbable, mon petit-fils, Léo. Mathieu et sa famille sont venus pour un déjeuner du dimanche, quelques semaines après Noël. La visite fut tendue. Aurélie m'a à peine parlé, passant la plupart du temps à envoyer des messages sur son téléphone portable dernier cri, son visage éclairé par une lumière bleue et froide. Mathieu essayait de combler le silence avec des conversations forcées sur le travail. C'était douloureux à voir. Alors que j'étais dans la cuisine à préparer le bœuf bourguignon, Léo est entré et s'est assis à table. Il avait la tablette qu'il avait reçue à Noël. Ses petits doigts bougeaient avec une vitesse et une précision qui me fascinaient. Il me montrait un jeu, mais ensuite, en quelques touches, il a ouvert une application. Des photos colorées sont apparues à l'écran. « Regarde, mamie », dit-il, avec l'innocence d'un enfant qui n'a aucune idée de la tempête qui s'est abattue sur la famille. « C'est maman, elle met des photos ici. » Je me suis approchée en m'essuyant les mains sur mon tablier. Sur l'écran, il y avait une photo d'Aurélie. Elle souriait, tenant un verre de cocktail dans un bar qui semblait tout droit sorti d'un magazine. La légende disait quelque chose comme « détente après une semaine de réunions importantes. Vie d'entrepreneuse, tchpa, succès ». Je savais que cette semaine-là, elle avait été à la maison, se plaignant de maux de tête. Léo continua de faire glisser son doigt. Il y avait des photos de repas dans des restaurants chers, de nouveaux vêtements avec des étiquettes de marque, de week-ends dans des lieux idylliques. C'était une vie parfaite, soignée, brillante. Une vie qui ne correspondait en rien à la réalité que j'entrevoyais lors des rares occasions où il nous rendait de visite. La réalité de conversations tendues sur les factures, d'une fatigue que le maquillage ne parvenait pas à cacher. « Tout le monde peut voir ça, Léo ?» demandai-je, ma voix sonnant plus calme que mon cœur battant la chamade. « Oui, mamie. Ça s'appelle Instagram. C'est comme un album photo que tout le monde peut voir. Et c'est là que la graine a germé. La façade, la structure en bois que je devais étudier. Elle était là, sur ce petit écran, pour qui voulait la voir. Le mépris d'Aurélie, pour moi,
venait de sa croyance en sa propre supériorité, une supériorité qu'elle affichait avec diligence sur cette scène numérique. Pour la désarmer, je n'avais pas besoin de l'attaquer dans mon monde, mais dans le sien. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, l'idée a pris forme. Si moi, une vieille dame de la campagne, je parvenais à maîtriser cet outil, je pourrais observer, je pourrais apprendre, et, finalement, je pourrais l'utiliser. Non pas pour répandre des mensonges, comme elle le faisait, mais pour révéler une vérité soigneusement cachée. Le lendemain, pour la première fois depuis de nombreuses années, je ressentis un but renouvelé. Je mis mon plus beau manteau, mon chapeau, et je marchai jusqu'au centre du village. Ma destination n'était ni la boulangerie ni la boucherie, mais la maison des retraités, le centre communautaire pour personnes âgées. Sur le tableau d'affichage, entre les prospectus pour des cours de yoga et des après-midi de bingo, il y avait une petite affiche que j'avais toujours ignorée. Cours d'initiation à l'informatique et aux réseaux sociaux. N'ayez plus peur de la technologie. Tous les mardis à 15h. Je regardais l'affiche un long moment. La peur était réelle. La peur de paraître sotte, de ne pas réussir à apprendre, d'être l'élève la plus âgée et la plus lente de la classe. Mais le désir de justice était plus fort. Je pris une profonde inspiration, entrai dans le petit bureau et, de ma plus belle écriture, j'inscrivis mon nom sur la liste. Séraphine Duval. À ce moment-là, je n'étais pas seulement une grand-mère apprenant à utiliser un ordinateur. J'étais une stratège se préparant pour la bataille, et ma première arme serait une souris et un clavier. La salle d'informatique de la maison des retraités sentait la poussière et le désinfectant au citron. Il y avait 6 vieux ordinateurs, alignés en 2 rangées, leurs écrans gris nous regardant comme des yeux vides. Nous étions 5 élèves ce premier mardi. Il y avait Monsieur Bernard, un ancien agriculteur dont les doigts épais semblaient trop gros pour le délicat clavier. Madame Gigi, qui voulait apprendre à passer des appels vidéo avec ses petits-enfants à Paris, et les frères Dubois, 2 célibataires qui passaient leur temps à se disputer pour savoir lequel était le plus intelligent. Et moi. Notre instructrice était une jeune femme nommée Manon. Elle avait une 20aine d'années, les cheveux teints en rose, et une patience que, au début, j'ai confondue avec de la condescendance. Elle nous parlait d'un ton lent et fort, comme si l'âge nous avait tous rendus sourds et un peu lents d'esprit. Alors, commença-t-elle en tapant dans ses mains. Commençons par la base. Ceci, dit-elle en tenant l'objet en plastique, est une souris. Non, monsieur Bernard, elle ne mord pas. Le premier cours fut une torture. Ma main, habituée à la forme d'un couteau de cuisine ou d'un sécateur, se sentait maladroite en tenant la souris. Le curseur à l'écran dansait de manière erratique, n'allant jamais où je voulais. Double-cliquer semblait une tâche impossible. Soit je cliquais trop lentement, soit trop vite. Je sentis la frustration monter, une sensation familière d'incompétence qui me rappela les insultes voilées d'Aurélie. Un instant, je pensais à abandonner, à retourner dans la sécurité de ma cuisine. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette nuit de Noël. Je me suis souvenu du regard vide de mon fils. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément l'air vicié de la pièce, et, quand je les ai rouverts, ma détermination était renouvelée. Je fus la dernière à partir ce jour-là. Je demandai à Manon si je pouvais m'entraîner un peu plus. Elle me regarda, surprise, et pour la première fois, je vis une lueur de respect sincère dans ses yeux. Bien sûr, Madame Duval, restez aussi longtemps que vous en avez besoin. Je suis revenue tous les mardis. Et entre les cours, je lisais les manuels que Manon me prêtait. À la maison, le soir, au lieu de tricoter, je dessinais des claviers sur des feuilles de papier, mémorisant la position des lettres. J'ai commencé à maîtriser le double-clic. J'ai appris à naviguer sur Internet, à ouvrir et fermer des fenêtres. Cela semblait magique. Tout un univers d'informations à portée de mes doigts tremblants. Le plus difficile fut de créer une adresse e-mail, le choix d'un mot de passe, les questions de sécurité. J'avais l'impression de construire une nouvelle identité. Et, d'une certaine manière, c'est exactement ce que je faisais. Enfin, le jour est venu d'affronter mon véritable objectif, les réseaux sociaux. Manon a expliqué le concept de Facebook, d'Instagram. C'est pour partager des moments de votre vie avec vos amis et votre famille, dit-elle, avec son optimisme juvénile. Je savais que c'était bien plus que cela. C'était un théâtre, et tout le monde était acteur. J'ai décidé de commencer par Instagram, la scène préférée d'Aurélie. Manon m'a aidé à créer un profil. Il vous faut un nom d'utilisateur, dit-elle. Quelque chose qui vous représente. J'ai réfléchi un moment. Je ne voulais pas utiliser mon vrai nom. Je voulais quelque chose d'authentique, mais qui contienne aussi une pointe d'ironie. Que diriez-vous de Les Trésors de Serra, suggérai-je.
Mes trésors n'étaient pas des voitures de luxe ou des vêtements de marque. C'étaient mes recettes, mes fleurs, mes souvenirs. Manon sourit. J'adore. C'est parfait. Ma première publication fut une photo que j'ai prise avec mon vieux téléphone, que j'avais entre-temps échangé contre un smartphone reconditionné que Pierre m'avait aidé à acheter. La photo était celle d'un pot de ma confiture de figues, avec le soleil du matin brillant à travers le verre, faisant ressembler le contenu à un bijou liquide. La légende était simple. Confiture de figues maison, le goût de la fin de l'été provençal. Au début, seuls mes camarades de cours et Manon ont aimé la publication. Mais ensuite, quelque chose a commencé à se produire. Une voisine l'a vue, l'a partagée avec sa fille qui vivait à Marseille. La fille l'a partagée avec ses amis. Lentement, comme une vigne grimpant sur un mur de pierre, mon petit profil a commencé à gagner des abonnés. Je n'essayais pas d'être une influenceuse, comme Manon les appelait. J'étais simplement moi-même. Je postais des photos de mes roses, des légumes que je récoltais dans le potager, des pages jaunies des livres de recettes de ma grand-mère. Je racontais de petites histoires de mon enfance au village. Les gens répondaient. Ils commentaient sur la façon dont mes publications leur rappelaient à leur propre grand-mère, l'odeur de la cuisine de leur mère. J'ai ressenti une connexion à laquelle je ne m'attendais pas. Dans ce monde numérique que je craignais tant, j'ai trouvé une communauté. Des gens qui valorisaient exactement les choses qu'Aurélie méprisait. L'authenticité, la tradition, le travail manuel. Mais je n'ai jamais perdu mon objectif de vue. Chaque soir, après avoir arrosé mes plantes et fermé la maison, je m'asseyais dans mon fauteuil avec ma tablette, un cadeau d'anniversaire de Pierre et Chloé, et j'étudiais le profil d'Aurélie. J'observais ses publications, ses légendes, les personnes qu'elle identifiait, les commentaires qu'elle recevait. J'étais une chasseuse patiente, apprenant les habitudes de ma proie. Je ne savais pas encore quel type de munitions je cherchais, mais j'étais sûre que, tôt ou tard, dans sa quête incessante de perfection, elle commettrait une erreur. Et je serais là, à attendre. Le profil d'Aurélie était une œuvre d'art de la fausseté. Chaque photographie était soigneusement composée, baignée d'une lumière douce et dorée qui semblait ne la suivre qu'elle. Il n'y avait pas une seule image où elle ne paraissait pas impeccable. Ses cheveux étaient toujours parfaitement coiffés, son maquillage subtil mais efficace, ses vêtements semblaient sortis tout droit de la vitrine d'une boutique de luxe. Son monde, tel que dépeint sur Instagram, était un carrousel sans fin de brunch dans des cafés chics, de week-end dans des hôtels-boutiques avec vue sur la mer, et de dîners dans des restaurants où les plats ressemblaient plus à des sculptures qu'à de la nourriture. Les légendes étaient un mélange de citations inspirantes sur l'entrepreneuriat et d'allusions vagues à de grands projets et des réunions importantes. Elle cultivait l'image d'une femme d'affaires prospère, une girl boss moderne qui conciliait une carrière de haut niveau avec un style de vie glamour. J'ai commencé par suivre son profil depuis mon compte, Les Trésors de Serra. C'était un geste calculé. Je voulais qu'elle sache que j'étais là, à observer. Au début, elle n'a pas réagi. Elle a probablement trouvé ça pathétique, la vieille Serra essayant d'être moderne. Mais ensuite, elle a commencé à aimer occasionnellement mes publications, surtout celles qui montraient Léo m'aidant dans le jardin. C'étaient des « j'aime » performatifs, destinés à montrer à son public qu'elle était une belle fille et une mère attentionnée. Je n'interagissais pas directement. J'observais simplement. Et plus j'observais, plus les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Je connaissais mon fils. Je savais que son salaire de cadre intermédiaire dans une entreprise de logistique à Marseille était bon, mais pas suffisant pour soutenir le style de vie qu'Aurélie affichait. Il y avait une dissonance, une addition qui ne tombait pas juste. Mon petit profil, pendant ce temps, continuait de croître de manière organique. Je n'utilisais ni filtre ni légendes empoulées. Mon authenticité était mon atout. J'ai posté une photo de mes mains, avec de la terre sous les ongles, tenant un radis fraîchement cueilli. La légende disait « Les vrais bijoux de la terre n'ont pas besoin d'être polis ». La publication a eu des centaines de j'aime et des dizaines de commentaires. Les gens étaient assoiffés de réalité dans un océan d'artificialité. J'ai commencé à partager plus que de simples photos. J'ai créé de petites vidéos, ma voix tremblant un peu au début, montrant comment faire une vraie tapenade ou comment tailler un rosier. Mes leçons sont devenues populaires. Je recevais des messages de jeunes de toute la France, me demandant des conseils sur la cuisine et le jardinage. La vieille qui sent la naphtaline devenait, ironiquement, une sorte d'icône numérique pour une génération plus jeune en quête de racines. Aurélie a dû le remarquer, car son attitude a commencé à changer subtilement. Lors d'une de ses visites, elle a commenté, avec un sourire forcé, «
On dirait que Sarah est devenue une star d'Internet. Qui l'eût cru? Les gens aiment les choses simples, ma chérie, ai-je répondu, en servant une part de clafoutis aux cerises. Les choses vraies. Mon regard a croisé le sien pendant une seconde, et j'y ai vu une lueur de quelque chose qui n'était pas du mépris. C'était de l'insécurité. Ce fut un moment fugace, mais il m'a donné de la force. J'étais sur la bonne voie. Ma stratégie était double. D'une part, je construisais ma propre plateforme, basée sur la vérité et la tradition. Ma crédibilité augmentait chaque jour. D'autre part, je continuais ma surveillance silencieuse. Je ne regardais pas seulement ses publications. J'ai commencé à regarder les publications où elle était identifiée par d'autres personnes. C'étaient les plus révélatrices. Sur une photo de groupe, à une fête d'une de ses amies, influente, Aurélie souriait, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Dans les commentaires, quelqu'un a écrit « Aurélie, quel plaisir de te voir te détendre. Tu dois être épuisée par le travail à la boutique. » Boutique? Le mot m'a sauté aux yeux. Aurélie ne mentionnait jamais de boutique. Elle parlait de conseils, de projets, de entreprises. J'ai cliqué sur le profil de la personne qui avait commenté. C'était un profil privé, mais le nom était inhabituel. Je l'ai noté dans un petit carnet que je gardais maintenant à côté de mon fauteuil. C'était mon premier indice solide, la première fissure dans la façade immaculée. L'architecte de cette image parfaite avait laissé un plan de construction derrière elle, et je commençais à le déchiffrer. L'odeur de naphtaline, comme elle disait, était en train d'être remplacée par l'odeur de la chasse. Le printemps arriva en Provence, peignant les collines du vert tendre des nouvelles feuilles et du jaune vibrant des genêts. L'air était plus léger, mais mon enquête devenait plus lourde et ciblée. Le mot « boutique » résonnait dans mon esprit. C'était une anomalie dans l'univers parfaitement soigné d'Aurélie. Je continuais ma routine numérique. Les trésors de Sarah comptaient maintenant quelques milliers d'abonnés. Le propriétaire d'une petite librairie à Avignon me contacta pour me demander si je serais intéressée par une séance de dédicace, de pots de confiture. L'idée me fit rire, mais je réalisais que mon influence, bien que modeste, était réelle. J'avais bâti une réputation basée sur l'honnêteté, et ce serait mon arme la plus puissante. Le deuxième indice vint d'une source inattendue, une conversation téléphonique que j'entendis par hasard. Mathieu m'appela un mercredi soir, ce qu'il faisait rarement. Sa voix semblait fatiguée, tendue. Il me demanda des nouvelles de ma santé, du jardin, mais c'était une conversation de pure forme. Je savais que quelque chose le préoccupait. En arrière-plan, j'entendis la voix d'Aurélie, étouffée mais audible. Elle ne parlait pas à Mathieu, mais à quelqu'un d'autre, probablement sur une autre ligne ou dans une autre pièce. Ses mots étaient rapides et anxieux. « Je ne peux pas échanger mon service de samedi encore une fois, Sandrine. Je l'ai déjà fait 2 fois ce mois-ci. Madame Dubois va me renvoyer. Oui, je sais que l'inventaire est important, mais... » L'appel avec Mathieu se termina brusquement. Il inventa une excuse et raccrocha. Mais j'en avais assez entendu. Sandrine, Madame Dubois. Une coïncidence de nom qui me fit sourire. Service de samedi. Inventaire. Ce n'étaient pas des mots du vocabulaire d'une consultante de haut niveau. C'étaient des mots du monde de la vente au détail, du monde du travail précaire, des heures supplémentaires, du plancher d'un magasin. Le nom Sandrine fit sonner une alarme dans ma mémoire. Je retournai à mon carnet. C'était le nom de la femme qui avait commenté à propos de la boutique sur la photo Instagram. Les pièces se connectaient. Avec le nom Sandrine et le fait qu'elle travaillait avec Aurélie, ma tâche devint plus facile. J'utilisais mes nouvelles compétences de recherche. Je cherchais Sandrine et le nom de famille que j'avais vu sur le profil. Je la trouvais sur Facebook. Son profil était public. Et là, dans ses photos, j'en trouvais plusieurs avec ses collègues de travail. Sur l'une d'elles, prise lors d'une fête de Noël de l'entreprise, se trouvait Aurélie. Elle n'était pas au centre, ni en vedette. Elle était dans un coin, riant avec d'autres femmes, toutes portant un petit badge avec le logo d'un magasin. Belle époque. Je sentis un frisson. La chasse était terminée. Une recherche rapide sur Belle époque révéla tout. C'était une boutique de luxe à Aix-en-Provence. Elle vendait des vêtements de créateurs, des parfums chers et des accessoires. C'était exactement le genre d'endroit qu'Aurélie fréquenterait en tant que cliente. Mais la section carrière de leur site web racontait une autre histoire. Ils cherchaient des assistantes de vente et des gestionnaires d'inventaire. Le salaire de base, bien que décent, était à des années-lumière de pouvoir financer la vie qu'Aurélie projetait. Tout prenait sens. Les voyages d'affaires étaient probablement des déplacements à des salons de mode pour la boutique. Les réunions importantes étaient avec des fournisseurs. Sa connaissance des marques de luxe ne venait pas du fait de les acheter, mais de les vendre, de les ranger sur des étagères,
de les plier soigneusement à la fin d'une longue journée. Il n'y avait aucune honte dans son travail. C'était un travail honnête. La honte résidait dans le mensonge, dans le besoin de prétendre être quelque chose qu'elle n'était pas, dans l'arrogance avec laquelle elle regardait ma vie de travail manuel, alors qu'elle-même passait ses journées debout, à sourire à des clientes riches et exigeantes, probablement en ravalant sa fierté des dizaines de fois par jour. Son mépris pour moi n'était pas de la supériorité, c'était une projection de sa propre insécurité, de sa propre insatisfaction. Je ressentis un mélange d'émotions, le triomphe, oui, mais aussi une pointe de pitié. Quelle vie épuisante ce devait être, de maintenir cette façade jour après jour. Mais la pitié n'effaça pas le souvenir de l'humiliation. Sa malhonnêteté était sa faiblesse, sa vulnérabilité, et je venais de la trouver. Maintenant, je n'avais pas besoin de l'exposer de manière agressive. La vérité, en elle-même, serait suffisante. Je devais juste choisir la scène et le moment opportun pour la révéler. Et, avec l'anniversaire de Mathieu approchant en juin, la date parfaite commençait à se dessiner sur mon calendrier mental. La vengeance, après tout, n'avait pas besoin d'être froide. Elle pouvait être servie à température ambiante, comme un bon fromage de la région, laissant sa saveur forte et indéniable se révéler lentement. Mai apporta avec lui le parfum des roses s'épanouissant dans mon jardin. Mes rosiers grimpants, pierres de ronsard, couvraient le mur de pierre d'une cascade de fleurs roses et crème. C'était ma saison préférée, une période de renouveau et de croissance. Et à bien des égards, je me sentais aussi en pleine floraison. C'est dans cette ambiance que je reçus un appel de Mathieu. « Maman, tu es libre dimanche ? On aimerait passer déjeuner. Juste moi et Léo. » L'absence du nom d'Aurélie fut remarquée. « Bien sûr, mon fils. Ce sera un plaisir. Il s'est passé quelque chose ?» demandai-je, en essayant de garder une voix neutre. « Non, non, tout va bien. Aurélie doit travailler. Un projet important ce week-end. » L'hésitation dans sa voix était évidente. Il savait que je savais que c'était une excuse. Dimanche, le soleil brillait et une douce brise soufflait des collines. Je préparais un déjeuner simple, le préféré de Mathieu depuis son enfance. Poulet rôti aux herbes de Provence, pommes de terre nouvelles, sautées à l'ail et une salade fraîche de mon potager. Quand ils arrivèrent, je serrai Léo fort dans mes bras. Il sentait le soleil et l'enfance. Puis, je serrai mon fils dans mes bras. Je sentis la tension dans ses épaules, le poids qu'il portait. Le déjeuner fut agréable. Léo, libéré de la présence restrictive de sa mère, était bavard et heureux. Il me parla de l'école, d'un nouvel ami, de son désir d'avoir un chien. Mathieu semblait se détendre au fur et à mesure du repas, la saveur de la nourriture de son enfance semblant briser certaines de ses barrières. Après le déjeuner, Léo alla jouer dans le jardin, poursuivant les papillons. Mathieu et moi restâmes sur la terrasse, avec 2 tasses de café. Le silence s'installa entre nous, mais ce n'était pas un silence hostile, c'était un silence d'attente. Finalement, il parla. « Maman, à propos de Noël, je suis désolée. » Les mots sortirent avec difficulté, comme s'ils étaient restés coincés dans sa gorge pendant des mois. Je regardai son visage. Je vis les rides d'inquiétude autour de ses yeux, la façon dont il évitait mon regard. Il paraissait plus vieux que ses 40 ans. « Je sais qu'Aurélie peut être difficile, » continua-t-il, trébuchant sur les mots. « Elle est sous beaucoup de pression. Le travail. J'aurais pu le confronter. J'aurais pu dire « Quel travail, Mathieu ? Celui de vendre des robes à Aix ?» Mais je ne l'ai pas fait. Ce n'était ni le moment ni la manière. Ma bataille n'était pas avec mon fils. C'était pour lui, pour sa libération de cette toile de mensonges. Au lieu de cela, je tendis la main et touchai son bras. Nous avons tous nos pressions, mon fils. L'important est de ne pas perdre qui nous sommes dans le processus et de ne jamais, jamais laisser quelqu'un nous faire honte de nos racines. Il me regarda enfin. Dans ses yeux, je vis un tourbillon d'émotions. Culpabilité, amour, confusion. Ce n'est pas une mauvaise personne, maman. Elle veut juste tellement prouver sa valeur. Et toi, Mathieu ? Demandai-je doucement. Qu'est-ce que tu veux ? Il resta silencieux un long moment, regardant les vignes qui s'étendaient au-delà de mon jardin. Je veux juste la paix, murmura-t-il. Je suis si fatigué de cette représentation. C'était la confession que j'avais besoin d'entendre. Il était malheureux. La vie dorée qu'Aurélie projetait était une cage, et il était piégé à l'intérieur avec elle. Ma détermination se durcit. Ma vengeance n'était pas seulement pour ma propre dignité. C'était aussi un acte de libération pour mon fils et mon petit-fils. J'allais briser cette cage, pas avec un marteau, mais avec une clé, la clé de la vérité. Nous avons discuté encore un peu de choses triviales. Le temps, le jardin, Pierre et Chloé. Quand lui et Léo sont partis,
En fin d'après-midi, j'ai senti qu'un petit pont avait été reconstruit au-dessus du gouffre qui s'était formé entre nous. Il m'a serré plus fort dans ses bras que d'habitude. « Merci pour le déjeuner, maman. C'était délicieux. Comme toujours. » Ce soir-là, je ressentis une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mon plan, qui n'était auparavant qu'un vague contour, commença à prendre forme, couleur et texture. Je savais exactement ce que je devais faire. J'avais besoin de preuves irréfutables. J'avais besoin d'une image. Une image qui vaudrait plus que les 1000 mots faux qu'Aurélie publiait chaque jour. Et je savais que ce serait à moi de la capturer. L'idée d'aller à Aix-en-Provence seule, une ville que je connaissais à peine, était intimidante. Ma vie se déroulait dans un rayon de 20 km autour de Saint-Émilion. Mais la nécessité est une grande motivatrice. J'inventais une excuse à mon amie Madame Dubois, disant que je devais me rendre dans un magasin de tissus spécialisé pour un projet de couture. Elle proposa même de m'accompagner, mais je refusai délicatement, disant que j'avais besoin de me concentrer. Un mardi matin, je pris le premier bus. Je m'habillai discrètement, avec une jupe simple, un chemisier et un foulard en soie pour couvrir mes cheveux grisonnants. Dans mon sac, je n'emportais que l'essentiel, mon portefeuille, mon téléphone et un cœur battant à tout rompre. Aix-en-Provence était un tourbillon d'activités. Des touristes avec des appareils photos, des étudiants courant vers leurs cours, le son des fontaines et des conversations animées dans les cafés. Je me sentis petite et invisible, ce qui, pour mes dessins, était parfait. Je trouvais la rue où se trouvait la Belle Époque à l'aide de la carte sur mon téléphone, un outil que j'utilisais maintenant avec une confiance surprenante. La boutique était située dans une rue élégante, bordée de bâtiments en pierre couleur miel et de platane. La vitrine était une étude de sophistication discrète. Un unique mannequin vêtu d'une veste en soie et d'une paire d'escarpins. Mon plan était simple. Observer. Je n'allais pas entrer. Ce serait trop risqué. Au lieu de cela, je trouvai un petit café de l'autre côté de la rue. Je commandai un café crème et un croissant et m'assis à une table extérieure qui me donnait une vue claire de l'entrée du magasin. Le temps passait lentement. J'observais les clientes entrer et sortir, des femmes élégantes, de tous âges, avec des sacs de shopping d'autres marques de luxe. J'observais les employés des autres magasins prendre leur pause cigarette. Chaque minute qui passait, le doute s'installait. Et si je m'étais trompée? Et si la fête de Noël était un événement ancien? Et si elle ne travaillait plus là? Je bus mon café, puis en commandai un second. Le soleil de midi commença à chauffer. J'étais assise là depuis près de 2 heures. Mon cœur commençait à se serrer. Peut-être avais-je tout imaginé. Et puis, je l'ai vue. Elle sortit du magasin, non pas par la porte d'entrée, mais par une porte latérale plus petite. Elle ne portait pas un de ces tailleurs de créateurs. Elle portait un pantalon noir simple, des chaussures plates et un chemisier blanc, par-dessus lequel elle portait un tablier de travail gris, avec le logo « Belle Époque » brodé sur la poitrine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle ne portait pas de maquillage. Elle semblait normale, fatiguée. Elle portait 2 grands sacs poubelles et se dirigea avec eux vers les conteneurs au bout de la rue. Sa posture n'était pas celle de la femme confiante d'Instagram. C'était la posture de quelqu'un qui fait un travail physique, répétitif. Alors qu'elle était de dos, luttant avec le couvercle du conteneur, je pris mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à le tenir. J'ouvris l'appareil photo. J'ai zoomé. La qualité n'était pas excellente, mais c'était indubitablement elle. Là, Aurélie, la belle fille glamour, en tablier de travail, sortant les poubelles du magasin. Elle rentra à l'intérieur, et je restai assise là, regardant la photo sur mon écran. Je ne ressentis pas le triomphe que j'attendais. Je ressentis un étrange mélange de validation et de tristesse. La preuve était là, mais c'était la preuve d'une vie construite sur du sable. J'avais ce dont j'avais besoin. Je pouvais rentrer chez moi, mais quelque chose me fit rester. Je ne voulais pas d'une photo d'elle sortant les poubelles. Ce serait cruel, une attaque basse. Ma vengeance devait être plus élégante. Elle devait porter sur la vérité de son travail, non sur l'humiliation de ses tâches. J'attendis encore 1 heure, et puis, je la revis, cette fois à travers la grande vitrine du magasin. Elle aidait une cliente, lui montrant une robe. Son visage était transformé. Elle souriait, d'un sourire professionnel mais chaleureux. Elle se déplaçait avec grâce. Sa connaissance des tissus et des coupes était évidente. À ce moment-là, en aidant cette femme, elle semblait vraiment douée pour ce qu'elle faisait. Il y avait une dignité dans son travail. Je levai de nouveau mon téléphone. Cette fois, j'attendis le bon moment. Quand la cliente sourit, satisfaite, et qu'Aurélie se pencha légèrement en avant, un rayon de soleil illuminant son visage, je pris la photo.
Sur cette deuxième photo, elle portait toujours le tablier. Ses cheveux étaient toujours attachés. Mais elle ne semblait pas diminuer. Elle semblait compétente. Elle semblait réelle. La photo capturait la vérité brute. C'était une femme travailleuse faisant son travail. Et ça, décidai-je, c'était l'image parfaite. L'image qui allait démanteler son monde de mensonges, non pas avec méchanceté, mais avec la simple et indéniable force de la réalité. Je payai mon café, rangeai mon téléphone dans mon sac et me dirigeai vers l'arrêt de bus, ne me sentant pas comme une espionne, mais comme une photographe qui venait de capturer le portrait le plus honnête de sa vie. De retour dans la sécurité de ma maison, l'image sur mon téléphone semblait être un secret puissant. Je la regardais plusieurs fois par jour. La photo était techniquement imparfaite, un peu floue, avec le reflet de la vitre de la vitrine. Mais émotionnellement, elle était parfaite. Elle capturait la dualité d'Aurélie, la travailleuse compétente cachée derrière la façade de l'entrepreneuse à succès. Maintenant, la question était de savoir comment et quand utiliser cette arme. Je pouvais simplement envoyer la photo à Mathieu, mais cela mettrait mon fils dans une position impossible, le forçant à confronter sa femme. Je pouvais la publier anonymement, mais ce serait lâche. Non, mon action devait être publique, signée de mon nom, ou, du moins, du nom que je m'étais créé, les trésors de Serra. Ce devait être un acte de transparence, pas de subterfuge. L'anniversaire de Mathieu était le 22 juin, 6 mois, presque jour pour jour, après l'humiliation de Noël. La symétrie était poétique. Ils organisaient une fête dans le jardin de leur maison, en périphérie de Marseille. Ils inviteraient la famille et leurs amis, sophistiqués. Ce serait la scène parfaite. Un public qui avait été nourri de la fiction d'Aurélie serait le témoin idéal de la révélation de la vérité. Mais comment présenter la photo ? La publier sans contexte serait perçue comme une attaque directe et malveillante. J'avais besoin d'un emballage, d'un déguisement de bienveillance, qui rendrait la vérité encore plus tranchante. La vengeance, pour être vraiment élégante, devait être servie avec un sourire. C'est alors que m'est venue l'idée d'une nouvelle série sur mon profil Instagram. Je partageais déjà des recettes et des conseils de jardinage. Et si je partageais des histoires de gens de ma communauté, des gens vrais, travailleurs. J'ai créé le concept « Portrait de femme de Provence ». Ma première publication de la série portait sur Madame Pelletier, la boulangère de notre village. J'ai pris une photo d'elle, les mains couvertes de farine, un sourire fatigué mais fier sur le visage. En légende, j'ai écrit sur son dévouement, sur le fait de se réveiller à 3 heures du matin chaque jour pour nous donner notre pain frais. J'ai parlé de son art, de sa force. La publication fut un succès retentissant. Les gens ont adoré. Ils ont senti l'authenticité. La semaine suivante, j'ai fait un portrait de Chloé, ma belle-fille, travaillant dans sa ferme biologique, de la terre sur les genoux et le soleil sur le visage. J'ai parlé de son amour pour la terre, de son courage à suivre un chemin moins conventionnel. Pendant plusieurs semaines, j'ai construit la série. J'ai fait le portrait de la tisserande locale, de la guide touristique du château, de l'infirmière du centre de santé. Chaque publication était une célébration du travail honnête, de la dignité trouvée dans l'effort quotidien. Je ne mentais pas. Je ressentais une admiration sincère pour ces femmes. Mais en même temps, je construisais le déguisement parfait pour mon coup final. Je préparais le public, j'établissais un modèle. Quand viendrait le tour d'Aurélie, sa photo et son histoire ne sembleraient pas déplacées. Au contraire, elles sembleraient être la conclusion naturelle de la série. J'allais la louer. J'allais présenter son travail à la boutique comme un acte de force et de détermination. J'utiliserais des mots d'admiration, et chaque mot d'éloge serait un tour de couteau dans sa façade de mensonge. Je me sentais comme un général planifiant une campagne. Chaque étape était calculée. Le choix du champ de bataille, la fête d'anniversaire, le choix de l'arme, la photo, la préparation du terrain, la série « Portrait de femme de Provence ». Il y avait un risque, bien sûr. Cela pouvait se retourner contre moi. Les gens pouvaient en voir à travers ma stratégie et m'accuser de cruauté. Mathieu pourrait ne jamais me pardonner, mais je devais prendre le risque. L'alternative était de continuer à vivre dans l'ombre du mépris d'Aurélie, de permettre à sa malhonnêteté d'empoisonner ma famille. À l'approche de juin, je sentis un calme froid s'installer en moi. La colère et la douleur de Noël s'étaient transformées en quelque chose de plus concentré, de plus précis. Je n'agissais pas par impulsion. J'exécutais un plan qui avait mis 6 mois à mûrir. Comme une bonne confiture, ma vengeance avait eu besoin de temps pour que sa saveur s'affine, pour atteindre l'équilibre parfait entre le doux et l'amer. Et il était presque temps d'ouvrir le pot.
La semaine précédant l'anniversaire de Mathieu fut remplie d'un étrange mélange de normalité et de tension souterraine. Je lui ai parlé au téléphone. Il était excité par la fête. Il m'a invité avec une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « S'il te plaît, maman, apporte un de tes gâteaux au citron. Tu sais que c'est mon préféré. Aurélie s'occupe du reste, mais ce n'est pas pareil sans ton gâteau. » La demande fut comme un baume sur mon âme blessée. C'était une reconnaissance, aussi petite soit-elle, de ma place dans sa vie. « Bien sûr, mon fils. »« Avec grand plaisir, » répondis-je, et la promesse du gâteau scella ma présence à la fête. Je passai le vendredi à préparer le gâteau. Mes mains bougeaient avec la familiarité de décennies de pratique. Le zeste des citrons libérant leur parfum d'agrumes, le beurre et le sucre se transformant en une crème pâle et mousseuse, la farine tamisée tombant comme de la neige dans le bol. Cuisiner a toujours été ma façon de méditer, de mettre de l'ordre dans le chaos. Mais ce jour-là, chaque geste était chargé de sens. Ce n'était pas juste un gâteau. C'était un cheval de Troie, une offrande de paix qui cachait un acte de guerre. Pendant que le gâteau était au four, remplissant la maison de son arôme propre et réconfortant, je m'assis à la table de la cuisine avec ma tablette. Il était temps de préparer la publication. J'ouvris la photo d'Aurélie. Je la regardais un long moment, son visage illuminé par le soleil, le tablier de travail qu'elle s'efforçait tant de cacher. J'écrivis la légende avec un soin méticuleux, pesant chaque mot. Il ne pouvait y avoir le moindre indice de sarcasme ou de méchanceté. Ce devait être, en surface, un hommage sincère. Je commençais ainsi. Pour la dernière édition de ma série Portraits de femmes de Provence, je souhaite rendre hommage à une femme dont la force et la détermination sont une source d'inspiration quotidienne, ma belle-fille, Aurélie. Je continuais, tissant une narration d'admiration. Beaucoup connaissent Aurélie pour son glamour et son succès, mais peu connaissent son incroyable éthique de travail. Dans un monde qui ne valorise souvent que les apparences, elle n'a pas peur de retrousser ses manches. Cette photo a été prise lors d'une journée de travail normale à Belle Époque, la merveilleuse boutique d'Aix-en-Provence où elle consacre son énergie et son talent. Chaque phrase était un chef-d'œuvre d'hypocrisie calculée. Je louais son « éthique de travail » tout en exposant son mensonge. Je parlais de « retrousser ses manches » tout en la montrant dans son uniforme d'employé. Je terminais par le coup de grâce, enveloppé dans le plus doux des papiers cadeaux. Je suis si fière d'avoir une belle-fille qui comprend la vraie valeur du travail honnête pour réaliser ses rêves. Elle est un exemple non seulement pour notre Léo, mais pour nous tous. Joyeux anniversaire à mon fils Mathieu, qui a la chance d'avoir une femme aussi travailleuse à ses côtés. J'ai lu et relu le texte une dizaine de fois. C'était parfait, inattaquable. Quiconque lirait la légende sans connaître le contexte ne verrait qu'une belle-mère fière faisant l'éloge de sa belle-fille. Mais pour ceux qui connaissèrent la persona en ligne d'Aurélie, c'est-à-dire tout son cercle social, la publication serait une bombe. La dissonance entre l'image qu'elle projetait et la réalité que je célébrais était trop grande pour être ignorée. J'ai sauvegardé le texte et la photo en tant que brouillon. Le plan était de le publier le samedi, vers 5h de l'après-midi, 1 heure avant de quitter la maison pour la fête. Cela donnerait suffisamment de temps pour que la nouvelle se propage parmi les invités avant mon arrivée. Je n'arriverai pas en tant qu'accusatrice, mais en tant qu'invitée innocente, qui venait de rendre un hommage affectueux à sa belle-fille. Le vendredi soir, j'ai à peine dormi. L'adrénaline et les nerfs se mélangèrent dans mon estomac. Faisais-je la bonne chose? Le doute m'assaillit dans l'obscurité de ma chambre. J'étais sur le point de faire exploser une bombe au cœur de ma propre famille. Les conséquences pourraient être dévastatrices et permanentes. Mais ensuite, comme toujours, le souvenir de cette nuit de Noël est revenu. Le mépris sur le visage d'Aurélie, le silence lâche de mon fils, le sentiment d'être invisible dans ma propre maison. Et le doute a disparu, remplacé par une résolution d'acier. Le respect ne se demande pas, il s'impose. Et le lendemain, j'allais exiger le mien en retour, avec un gâteau au citron dans une main et une publication Instagram dans l'autre. Samedi 22 juin. La journée s'est levée, claire et chaude. Une parfaite journée d'été en Provence. J'ai passé la matinée à m'occuper de mon jardin, les mains dans la terre, essayant de calmer le tourbillon en moi. Le gâteau au citron était sur le comptoir de la cuisine, recouvert d'un glaçage translucide, ressemblant à l'innocence sous forme de dessert. Les heures s'éternisaient. Chaque tic-tac de l'horloge à pendule semblait être une seconde de moins dans le compte à rebours avant la détonation. J'ai déjeuné sans sentir le goût de la nourriture. J'ai pris un bain, choisi une simple robe en lin bleu, ma préférée. J'ai peigné mes cheveux, les attachant en un chignon élégant. Je me suis maquillée avec un peu de poudre de riz et une touche de rouge à lèvres, chose que je faisais rarement. Je voulais paraître sereine, inébranlable. À 5 heures précises,
Je me suis assise dans mon fauteuil avec ma tablette. Mes mains étaient froides. J'ai ouvert Instagram, je suis allée dans les brouillons. La publication était là, en attente. La photo d'Aurélie, ma légende soigneusement élaborée. J'ai respiré profondément 1, 2, 3 fois. Je me suis souvenue de Jean-Luc dans son atelier, quelques instants avant de faire une coupe décisive dans une pièce de bois. La concentration, l'absence d'hésitation. Mesure 2 fois, coupe 1 fois, serra, disait-il. J'avais mesuré pendant 6 mois. Il était temps de couper. Avec le pouce tremblant légèrement, j'ai appuyé sur le bouton « Partager ». L'écran s'est actualisé. Et voilà, ma publication, en haut de mon fil d'actualité. Les trésors de Serra venaient de partager un nouveau portrait de femme de Provence. Le clic fut silencieux, mais dans mon esprit, il a résonné comme un coup de feu. J'ai fermé la tablette. Je n'allais pas rester à regarder les j'aime et les commentaires arriver. Ce serait me livrer à l'anxiété. L'acte était accompli. Maintenant, je devais faire face aux conséquences. Je me suis levée, je suis allée à la cuisine. Avec un couteau bien aiguisé, j'ai coupé un petit carré du gâteau au citron. Je l'ai mangé lentement, debout, en regardant par la fenêtre. Le goût était à la fois doux et acide. Parfait. J'ai emballé le reste du gâteau dans une boîte de transport. J'ai pris mon sac, les clés de la voiture. J'ai jeté un dernier regard à ma maison silencieuse. Quand je reviendrais, rien ne serait plus comme avant. Le trajet de 40 minutes jusqu'à la maison de Mathieu a semblé durer une éternité. La radio passait des chansons classiques françaises, mais je les entendais à peine. Mon esprit repassait tous les scénarios possibles. Aurélie me criant dessus. Mathieu me chassant. Les invités me regardant avec pitié ou mépris. Quand je me suis garée dans leur rue, le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose. Il y avait déjà plusieurs voitures garées. Du jardin à l'arrière, on entendait le son d'une musique douce et de conversations animées. La fête battait son plein. J'ai pris la boîte du gâteau. Ma main était ferme maintenant. J'ai longé le côté de la maison jusqu'au portail du jardin. J'ai pris une dernière profonde inspiration. J'ai composé mon plus beau sourire de grand-mère et je suis entrée sur le champ de bataille. Le jardin était magnifiquement décoré. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres et de petites bougies flottaient dans la piscine. Il y avait environ 30 personnes réparties en petits groupes, bavardant, riant, sirotant du champagne. C'était le public d'Aurélie, des couples bien habillés, avec un air de prospérité et d'ennui. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Pas un silence réel, bien sûr, car la musique et les conversations continuaient. Mais c'était un silence différent, qui s'installait dans les groupes à mesure que je passais. Les conversations s'arrêtaient une fraction de seconde. Les regards me suivaient, les gens me regardaient, puis, discrètement, leur téléphone, qui semblait être entre les mains de presque tout le monde. La nouvelle s'était déjà répandue. La bombe avait déjà explosé, et je marchais au milieu des débris invisibles. Mathieu fut le premier à venir vers moi. « Maman, tu es arrivée !» dit-il, la voix un peu trop forte. Il m'embrassa sur la joue, mais son étreinte était raide. Son visage était pâle sous son bronzage d'été. Il avait vu la publication. Bien sûr qu'il l'avait vue. « J'ai apporté ton gâteau », dis-je en souriant comme si de rien n'était. « Super, super. Pose-le là-bas sur la table, » dit-il en désignant vaguement. Ses yeux balayèrent le jardin, cherchant quelqu'un, cherchant sa femme. J'ai trouvé Aurélie près de la piscine. Elle me tournait le dos, parlant à un couple. Elle portait une robe blanche et vaporeuse qui la faisait ressembler à une déesse grecque. Ses cheveux étaient détachés, en ondulation parfaite. Elle était l'image de l'hôtesse gracieuse et insouciante. Mais j'ai remarqué la raideur de sa colonne vertébrale, la façon dont elle tenait son verre, les phalanges blanches. Elle a dû sentir mon regard, car elle se retourna lentement. Nos yeux se sont croisés à travers le jardin. Le sourire se figea sur ses lèvres. Son visage, sous le maquillage soigneusement appliqué, était un masque de fureur glaciale. Si les regards pouvaient tuer, je serais tombée là, entre les canapés et les arrangements floraux. Elle n'est pas venue vers moi. Elle m'a juste lancé ce regard. Un regard qui promettait une terrible rétribution. Puis elle s'est retournée vers ses invités, forçant un rire qui sonna creux et strident. J'ai posé le gâteau sur la table des desserts, à côté d'un gâteau d'anniversaire élaboré, certainement d'une pâtisserie chère. Mon gâteau au citron, simple et fait maison, ressemblait à un paysan à côté d'un aristocrate. Mais je savais lequel avait le plus de substance. Pierre et Chloé m'ont trouvé. « Serra, ça va ?» demanda Chloé, sa voix basse et inquiète. Pierre avait un regard qui était un mélange d'admiration et d'appréhension. Eux aussi avaient vu. « Je vais très bien, ma chérie.
répondis-je, en prenant un verre d'eau gazeuse. Une belle fête, n'est-ce pas? Ils échangèrent un regard. Ils savaient qu'il ne servait à rien d'insister. L'heure qui suivit fut l'un des actes de comédie les plus difficiles de ma vie. J'ai circulé parmi les invités, j'ai souri, j'ai fait la conversation. Certaines personnes m'évitaient de manière flagrante. D'autres me regardaient avec une curiosité morbide, comme si j'étais un accident de voiture dont ils ne pouvaient détourner le regard. Un homme plus âgé, ami du père d'Aurélie, s'est approché et a dit à voix basse « C'était magistral, madame ». Il m'a fait un clin d'œil et s'est éloigné. La tension dans le jardin était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Tout le monde attendait l'explosion, la confrontation. Mathieu se déplaçait nerveusement entre les groupes, essayant de maintenir les apparences, remplissant les verres, faisant des blagues que personne ne trouvait drôles. Aurélie continuait sa performance d'hôtesse parfaite, mais son énergie était maniaque, son sourire de plus en plus forcé. Le point culminant de la fête était censé être le « joyeux anniversaire ». Mathieu a essayé de rassembler tout le monde autour de la table des desserts. Aurélie se tenait à ses côtés, son bras dans le sien, mais on aurait dit qu'elle le tenait pour ne pas tomber, ou pour ne pas s'enfuir. Quand ils ont chanté, la voix d'Aurélie était absente. Elle regardait les flammes des bougies, mais son regard était à des kilomètres. Quand Mathieu les a soufflés, les applaudissements qui ont suivi furent tièdes, gênés. La fête se mourait. Les gens ont commencé à inventer des excuses pour partir plus tôt. L'atmosphère, autrefois festive, était devenue funèbre. Je savais que je ne pouvais plus reporter l'inévitable. J'ai attendu que la plupart des invités soient en partie, ne laissant que la famille la plus proche et quelques amis qui n'avaient pas perçu l'attention. C'est alors qu'Aurélie s'est approchée de moi. Son visage était dépourvu de toute émotion, ce qui le rendait encore plus effrayant. « Serra, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Pouvons-nous parler un instant? En privé. » Le champ de bataille était sur le point d'être officiellement inauguré. Elle me guida à l'intérieur de la maison, dans son salon immaculé qui semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Les murs étaient d'un gris pâle, les canapés étaient blancs, et il y avait des coussins en velours stratégiquement placés. Tout était minimaliste, élégant et sans âme. Elle ferma les portes vitrées donnant sur le jardin, étouffant les bruits des derniers invités. Nous sommes restés silencieuses un moment, nous jaugeant l'une l'autre. Elle, debout, au milieu de la pièce, l'incarnation de la fureur contenue. Moi, assise au bord d'un canapé inconfortablement moderne, me sentant étonnamment calme. « Comment as-tu osé ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant d'une colère qu'elle ne parvenait plus à contrôler. « Oser quoi, Aurélie? Te faire un compliment ?» demandai-je, ma voix douce mais ferme. « Ne fais pas l'innocente » siffla-t-elle, faisant un pas dans ma direction. « Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu m'as humiliée. Tu as détruit ma réputation. Tout ce que j'ai construit. Qu'as-tu construit, Aurélie? Un mensonge? Une fantaisie pour impressionner ces gens qui ne se soucient même pas de toi? Des gens qui ont été les premiers à rire dans ton dos dès qu'ils ont vu ma publication? » Mes mots l'ont frappé comme un coup de poing. Elle chancela en arrière, son visage se tordant. « Ils ne sont pas... Tu ne sais rien de ma vie. J'en sais plus que tu ne le penses. » continuai-je, mon calme l'enrageant encore plus. « Je sais que tu méprises ma vie simple, mon travail manuel. Tu penses que je suis une vieille ignorante, une gêne. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je n'ai jamais eu honte de ce que je suis. Je suis la femme qui vend des confitures au marché, la femme avec de la terre sous les ongles. Et toi? Tu es la femme qui vend des robes dans une boutique chic. C'est un travail honnête, un bon travail. Alors, dis-moi, pourquoi en as-tu si honte? Pourquoi dois-tu prétendre être quelque chose que tu n'es pas? Parce que ce monde est cruel, cria-t-elle, les larmes jaillissant enfin de ses yeux, ruinant son maquillage parfait. C'est un monde qui juge sur les apparences. Tu ne comprends pas. Tu vis dans ta petite bulle à Saint-Émilion. Je dois me battre, rivaliser, prouver ma valeur chaque jour. Prouver ta valeur à qui? À des gens qui ne connaissent pas ton vrai nom? La valeur, ma chérie, ne vient pas de ce que les autres pensent de toi. Elle vient de ce que tu es. Et mentir sur qui tu es, c'est le moyen le plus rapide de ne rien valoir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Mathieu entra. Son visage était angoissé. « Arrêtez, s'il vous plaît. » Toutes les deux. Aurélie se tourna vers lui, sa fureur trouvant une nouvelle cible. « Tu vas la défendre? Après ce qu'elle m'a fait? Elle m'a ruiné, Mathieu. » Mathieu regarda sa femme en larmes, puis me regarda, sa mère, assise calmement sur le canapé. Je vis la lutte dans ses yeux, la longue et épuisante bataille qu'il menait en lui-même. « Elle ne t'a pas ruiné, Aurélie, » dit-il, sa voix étonnamment ferme. « Elle a juste dit la vérité, une vérité que je te demande de dire depuis des années, une vérité dont j'ai eu honte moi aussi. Et pour ça, c'est aussi de ma faute.
Aurélie le regarda, incrédule. La trahison sur son visage était totale. « Alors tu es de son côté ?»« Il n'y a pas de côté, » dit Mathieu, sa voix montant pour la première fois. « Je suis du côté de la vérité. J'en ai assez des mensonges, Aurélie. Assez de vivre pour les apparences. Assez de me sentir comme un imposteur dans ma propre vie. Assez de voir ma femme traiter ma mère avec mépris parce qu'elle représente tout ce que tu essaies désespérément de cacher que tu es aussi. Une personne normale, qui travaille pour vivre. » Le silence qui suivit fut lourd, dense. Aurélie regardait son mari, comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Je me suis levée. Mon travail ici était terminé. « C'était à Noël, Aurélie, » dis-je, ma voix redevenant douce. « C'est à Noël que tu as décidé de m'humilier dans ma propre maison, en te moquant de ma nourriture, de mon mode de vie. Tu l'as fait devant toute la famille. J'ai attendu 6 mois, et aujourd'hui je te l'ai rendu, chez toi, devant tous tes amis. La seule différence, c'est que j'ai utilisé la vérité comme arme, pas le mépris. Je me suis tournée vers la porte. « Maintenant, nous sommes quittes, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour eux. « Joyeux anniversaire, mon fils. » Je suis sortie de la pièce, j'ai traversé le jardin maintenant presque vide, et j'ai marché vers ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. En conduisant sur les routes sombres pour rentrer à Saint-Émilion, les larmes que j'avais retenues pendant 6 mois sont finalement venues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de victoire, c'étaient des larmes de libération. La guerre était terminée, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Les jours qui ont suivi la fête furent étrangement silencieux. Je m'attendais à un appel furieux de Mathieu, ou peut-être même à une visite d'Aurélie, mais je n'ai rien reçu. Le silence était déconcertant. C'était le calme après la tempête, mais je ne savais pas quel genre de paysage la tempête avait laissé derrière elle. Ma vie à Saint-Émilion, cependant, n'était pas silencieuse. L'histoire de la fête d'anniversaire s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre. Les gens chuchotaient quand je passais au marché. Certains me regardaient avec une nouvelle admiration, d'autres avec une pointe de peur. Madame Pelletier, la boulangère, m'a donné un croissant supplémentaire le lundi matin. « C'est la maison qui offre ses rats », dit-elle avec un clin d'œil. « Pour toutes les femmes qui ont dû avaler des couleuvres. » Mon profil Instagram a explosé. La publication sur Aurélie est devenue virale dans notre petite communauté provençale. Des milliers de nouveaux abonnés sont arrivés. Les commentaires étaient un mélange fascinant. Beaucoup applaudissaient ma vengeance élégante. Des femmes partageaient leurs propres histoires de dévalorisation par leur famille ou au travail. Certains, une minorité, m'accusaient de cruauté, de laver mon linge sale en public. J'ai lu quelques commentaires, puis j'ai arrêté. Je n'avais pas fait cela pour obtenir l'approbation du public. Je l'avais fait pour moi. 1 semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Pierre. « Comment vas-tu, maman ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'inquiétude. « Je vais bien, mon fils. Et toi ? Chloé et moi allons bien. Mais j'ai parlé à Mathieu. Il y eut une pause. Les choses ne sont pas faciles là-bas. Ils se disputent beaucoup. Mon cœur se serra. Je ne voulais pas détruire son mariage, Pierre. Je sais, maman. Mais peut-être que le mariage était déjà fissuré. Tu as juste allumé la lumière pour qu'il puisse te voir les fissures. Aurélie a pris un congé. Et Mathieu, je pense qu'il réfléchit beaucoup à sa vie. » La conversation me laissa un sentiment doux amer. J'avais atteint mon but, mais le coup était le malheur de mon fils, même s'il était temporaire. Est-ce que ça en avait valu la peine ? La réponse à cette question est venue quelques jours plus tard, d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. J'ai reçu un message sur Instagram. Ce n'était pas un commentaire, mais un message privé. Le nom de l'expéditrice était Sandrine, la collègue de travail d'Aurélie. Le message était court et direct. « Madame Duval, je m'appelle Sandrine. Je travaille avec Aurélie. Je voulais juste vous dire merci. Aurélie n'a pas toujours été facile à vivre. Elle vivait sous une pression immense pour maintenir cette façade. Peut-être que maintenant, elle pourra enfin être elle-même. Et peut-être qu'elle nous traitera, nous ses collègues, avec un peu plus de respect. Ce que vous avez fait était courageux. » Ce message a tout changé. Mon action n'avait pas seulement concerné Aurélie et moi. Elle avait eu des ondes de choc, affectant d'autres personnes. Elle avait, peut-être, libéré non seulement mon fils, mais aussi Aurélie elle-même, de sa propre prison auto-imposée. J'ai commencé à voir ma vengeance sous un jour différent. Ce n'était pas un acte de destruction, mais un acte de révélation. Parfois, la vérité est une chirurgie douloureuse, mais nécessaire pour enlever une tumeur de fausseté et permettre à la guérison de commencer. Je ne savais toujours pas quel serait le résultat final pour Mathieu et Aurélie. Mais, pour la première fois, j'ai ressenti de l'espoir. L'espoir que,
des cendres de cette fête d'anniversaire, quelque chose de plus honnête et de plus fort puisse naître. Et si ce n'était pas le cas, alors c'est que la fondation était pourrie depuis le début, et la démolition aurait été inévitable. De toute façon, ma conscience était tranquille. L'été avança, chaud et paresseux. Les cigales chantaient sans cesse dans les arbres, et l'odeur de lavande flottait dans l'air. J'ai continué ma vie. Les trésors de Serra est devenu mon petit projet. J'ai reçu des propositions de petites marques locales pour promouvoir leurs produits. Huile d'olive, miel, céramique. J'en ai accepté quelques-unes, seulement celles que j'aimais et utilisais vraiment. C'est devenu un petit revenu supplémentaire. Mais plus important encore, cela m'a donné un nouveau but. Une nouvelle façon de me connecter au monde. À la mi-juillet, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Mathieu, seul. Il s'est présenté à ma porte un samedi après-midi, sans prévenir. Il semblait plus mince, mais ses yeux étaient plus clairs que je ne les avais vus depuis des années. Je lui ai fait un café, et nous nous sommes assis sur la terrasse. Il n'a pas parlé de la fête immédiatement. Il a parlé du travail, de Léo, de la chaleur. J'ai attendu. Je savais qu'il avait besoin de parler à son propre rythme. Aurélie est retournée chez ses parents, à Lyon, dit-il finalement, en regardant son café. Juste pour quelques semaines, pour réfléchir. Je suis désolée d'entendre ça, Mathieu, dis-je, et c'était vrai. Il secoua la tête. Ne sois pas désolé, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Pour nous deux, nous avons eu des conversations sérieuses, pour la première fois depuis des années, sur ce que nous voulons vraiment de la vie, sur l'argent, sur l'avenir. Il fit une pause, puis me regarda droit dans les yeux. Ce que tu as fait, maman, c'était brutal, mais c'était nécessaire. C'est comme si tu avais fait éclater un abcès. Ça a fait mal, ça a fait un grand désordre, mais maintenant, ça peut commencer à guérir. Je ressentis un immense soulagement m'envahir. Je t'aime, mon fils. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais, dit-il. Et pour la première fois, je sentis qu'il le savait vraiment. J'ai laissé les choses en arriver là. J'ai laissé Aurélie te traiter mal. J'ai laissé les apparences devenir plus importantes que ma propre famille. J'ai été un lâche. Son honnêteté m'a désarmé. Le voir enfin assumer sa part de responsabilité était la plus grande victoire de toutes. Il est resté le reste de l'après-midi. Il m'a aidé à arroser le jardin. Nous avons parlé de son père, de ses souvenirs d'enfance. C'était comme si une porte qui était fermée depuis longtemps s'était ouverte. Quand il est parti, il m'a serré fort dans ses bras. « Je te tiendrai au courant », a-t-il promis. Le dégel avait commencé, lent, incertain, mais réel. La relation avec mon fils, que je pensais irrémédiablement endommagée, était en train de se reconstruire sur une base plus solide et plus honnête. Quelques semaines plus tard, ce fut le tour de Léo. Mathieu l'a amené passer un week-end avec moi. C'était merveilleux. Nous avons fait des gâteaux ensemble, nous sommes allés au marché, je lui ai raconté des histoires sous le figuier dans le jardin. C'était un enfant heureux et intelligent, et le temps que nous avons passé ensemble a été un baume pour mes blessures. Avant de s'endormir sa dernière nuit, il m'a serré dans ses bras et a dit « Mamie, j'ai vu la photo que tu as mise de maman. Elle était jolie. »« Elle est jolie, mon chéri, » répondis-je, en ajustant ses couvertures. Et c'est une grande travailleuse. Papa a dit que parfois, les adultes se perdent et qu'ils ont besoin que quelqu'un leur montre la carte pour rentrer à la maison. Les sages paroles d'un enfant. J'ai souri dans le noir. C'est peut-être ce que j'avais fait. J'avais peut-être été la carte. La fin de l'été a apporté avec elle une surprise qui m'a complètement prise au dépourvu. Un jeudi matin, on a sonné à ma porte. Je n'attendais personne. Je suis allée ouvrir, en essuyant mes mains pleines de farine sur mon tablier. Devant ma porte se tenait Aurélie. Je suis restée sans réaction pendant un moment. Elle semblait différente. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Elle ne portait pas de maquillage, et les petites rides de fatigue autour de ses yeux étaient visibles. Elle portait un jean et un simple t-shirt. Elle paraissait plus jeune et infiniment plus réelle. Dans ses mains, elle tenait un petit pot avec un jeune olivier. Nous sommes restées silencieuses, nous regardant l'une l'autre. L'air entre nous était chargé du poids de tout ce qui s'était passé. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, sa voix basse et un peu rauque. Je me suis écartée et je l'ai laissée passer. Elle est entrée dans ma maison, l'endroit qu'elle avait tant méprisé, et a regardé autour d'elle. Cette fois, je n'ai pas vu de dédain dans son regard, mais une sorte de curiosité, comme si elle la voyait pour la première fois. Elle a posé le pot d'olivier sur ma table de cuisine. Un rameau d'olivier, le symbole de la paix. Je m'excuse, dit-elle, les mots sortant avec difficulté. Elle ne me regardait pas, mais ses mains, pour la façon dont je t'ai traitée.
pendant toutes ces années, et surtout à Noël. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. C'était son moment, pas le mien. J'étais si peu sûre de moi, continua-t-elle, sa voix se brisant un peu. Je viens d'une famille très simple. Mes parents ont travaillé toute leur vie dans une usine. Je voulais plus. Je voulais être différente. Et quand j'ai rencontré Mathieu, j'ai vu ta vie, ta simplicité, et ça m'a fait peur, parce que c'était trop semblable à ce que je voulais laisser derrière moi. Alors, au lieu de l'embrasser, tu l'as méprisé, complétait-je doucement. Elle a finalement levé les yeux et a rencontré les miens. Des larmes brillaient dans ses yeux. Oui, j'ai été horrible. Avec toi, avec Mathieu, avec moi-même. Le mensonge est devenu si grand que je ne savais même plus qui j'étais. Elle prit une profonde inspiration. Ce que tu as fait a été la chose la plus cruelle et la plus bienveillante que quelqu'un ait jamais faite pour moi. Tu as détruit mon monde de mensonges, et je t'ai détesté pour ça. Mais ensuite, quand la poussière est retombée, j'ai réalisé que tu m'avais donné une chance. La chance de recommencer, d'être honnête. J'étais stupéfaite par sa franchise. Ce n'était pas l'Aurélie que je connaissais. C'était une nouvelle femme, dépouillée de son armure. Mathieu et moi, on essaie, dit-elle. On suit une thérapie de couple. Ce sera un long chemin, mais je veux que ça marche. Et je veux que tu fasses partie de notre vie. Pour de vrai, si tu peux me pardonner. J'ai regardé la jeune femme en face de moi. J'ai vu sa douleur, son regret. J'ai vu le courage qu'il lui a fallu pour venir à ma porte et dire ces mots. La colère que j'avais ressentie si longtemps s'était dissipée, remplacée par quelque chose de plus complexe. De la compassion, peut-être. J'ai marché vers elle, et à notre grande surprise à toutes les deux, j'ai tendu les bras et je l'ai serrée dans mes bras. Elle est restée raide une seconde, puis s'est détendue dans mes bras, son corps secoué par des sanglots silencieux. Je lui ai caressé le dos, comme je le ferais avec Léo quand il tombe et se fait mal. « Tout va bien, ma fille, » murmurai-je. « Tout va bien. On se perd tous parfois. L'important, c'est de retrouver le chemin du retour. » Nous sommes restés ainsi un long moment. Dans ma cuisine, qui sentait le pain et le citron, quelque chose a guéri. Ce n'était pas un pardon facile ou rapide, c'était le début de quelque chose de nouveau, construit non pas sur des liens de sang, mais sur la fondation fragile et puissante de la vérité. Après ce jour, les choses ont commencé à changer, pas de manière drastique, mais par petites étapes, comme un jardin qui se réveille après un long hiver. Aurélie et Mathieu ont continué leur thérapie. Ils ont commencé à me rendre visite plus régulièrement, parfois ensemble, parfois séparément. Les visites d'Aurélie étaient les plus transformatrices. Elle venait pendant la semaine, quand Mathieu travaillait. Au début, c'était étrange. Nous nous asseyions dans la cuisine, buvant du thé, parlant de choses triviales. Mais lentement, les conversations sont devenues plus profondes. Un jour, elle a avoué qu'elle avait démissionné de « Belle Époque ». Je ne pouvais pas y retourner, dit-elle. C'était trop associé à ma vie de mensonge. Et pour être honnête, je détestais ce travail. Sourire à des gens qui me traitaient comme si j'étais invisible. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» lui ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Je ne sais pas encore. Pour la première fois de ma vie, je m'autorise à ne pas savoir. J'ai commencé à l'inviter à m'aider dans mes tâches. D'abord, au jardin. Je lui ai montré comment distinguer les mauvaises herbes des jeunes plants, comment cueillir les tomates sans les abîmer. Ses mains manucurées se sont salies de terre, et j'ai vu un autre type de sourire sur son visage, un sourire de satisfaction sincère. Ensuite, je l'ai invitée dans la cuisine. Elle m'a observé faire de la confiture, puis elle a demandé à essayer. Ses premières tentatives étaient maladroites, mais elle était une élève attentive et dévouée. J'ai découvert qu'elle avait un talent naturel pour les saveurs, une sensibilité qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'explorer. « Tu sais, Aurélie » lui dis-je un jour, alors que nous goûtions une nouvelle confiture de pêche et de romarin qu'elle avait créée. Mon affaire en ligne se développe. J'ai du mal à suivre les commandes. J'ai besoin d'aide. Elle me regarda, ses yeux s'écarquillant légèrement. Es-tu en train de... Je suis en train de dire que j'ai besoin d'une associée, quelqu'un avec du bon goût, de l'énergie et quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Des larmes ont de nouveau rempli ses yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Sarah, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien pour l'instant. Pense-y, répondis-je avec un sourire. Le travail est dur, et ce n'est pas du tout glamour. Je ne veux pas de glamour, dit-elle, sa voix ferme. Je veux de la réalité. Et c'est ainsi que Les Trésors de Sarah est devenu Les Trésors de Sarah et Aurélie. Elle a apporté ses compétences en gestion et en marketing, qui, ironiquement, étaient réelles. Elle a créé un emballage plus joli pour nos produits, développé un site web professionnel,
contacté de petites épiceries fines à Marseille et Avignon. Je suis restée le cœur de l'opération, la gardienne des recettes et de la qualité. Nous travaillions côte à côte dans ma cuisine. Nous riions. Nous nous disputions sur la quantité de sucre dans une recette. Nous partagions des histoires. Je lui ai parlé de mon enfance, de Jean-Luc. Elle m'a parlé de ses rêves de petite fille, de ses insécurités. Nous étions en train de replanter les racines de notre relation sur une terre plus fertile et plus honnête. Mathieu observait cette transformation avec un étonnement silencieux. Il voyait sa mère et sa femme trouver un terrain d'entente, construire quelque chose ensemble. Le poids qu'il avait porté si longtemps semblait disparaître. Il souriait plus. Il passait plus de temps avec Léo. Sa famille, qui avait été au bord de l'effondrement, était en train de guérir. L'automne est arrivé, et avec lui, mon 75e anniversaire. Je ne voulais pas de grande fête. Je voulais juste ma famille près de moi. Mathieu et Pierre ont organisé un déjeuner simple chez moi. L'atmosphère ne pouvait être plus différente de ce dîner de Noël. Pierre et Chloé ont apporté des légumes de leur ferme. Mathieu a apporté un bon vin de la région. Et Aurélie, à la surprise de tous, a insisté pour cuisiner le plat principal. Une daube provençale, un ragoût de bœuf longuement mijoté, une recette que je lui avais enseignée. Elle a passé la matinée dans ma cuisine, se déplaçant avec une confiance tranquille. Je me suis assise à table, épluchant des pommes de terre, et je l'ai observée. Elle n'était plus la femme tendue et peu sûre d'elle qui tentait désespérément d'impressionner. Elle était juste Aurélie. Concentrée, un peu nerveuse, mais heureuse. Léo courait entre la cuisine et le jardin, nous apportant des ingrédients magiques, des feuilles et des petits cailloux pour le ragoût. Chloé et moi avons mis la table ensemble, discutant de nos jardins. Pierre et Mathieu étaient sur la terrasse, ayant une conversation sérieuse et calme, se reconnectant en tant que frères. Lorsque nous nous sommes assis pour manger, la maison était remplie de l'arôme riche du ragoût. Aurélie a servi tout le monde, son visage rougi par la chaleur du four. « J'espère que vous aimerez », dit-elle, avec une humilité que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Nous avons goûté. Le ragoût était parfait. La viande fondait, la sauce était profonde et savoureuse. « C'est délicieux, ma chérie », dis-je, et les mots venaient du cœur. Mathieu sourit à sa femme, un sourire plein d'amour et de fierté. « C'est meilleur que celui de maman », plaisanta-t-il. J'ai ri. Ce n'est pas difficile. L'élève a dépassé le maître. Le déjeuner fut long et heureux. Nous avons ri, raconté des histoires, partagé des souvenirs. Il n'y avait pas de tension, pas de non-dit. C'était juste une famille, avec ses imperfections et ses cicatrices, profitant de la compagnie des uns et des autres. Après le déjeuner, alors que nous rangions la cuisine, Aurélie se tourna vers moi. « Sarah, Noël approche. Je pensais, peut-être que cette année, nous pourrions faire le réveillon tous ensemble. Chez nous. » Je l'ai regardée. L'invitation était plus qu'une simple invitation. C'était une offre de paix, un cercle qui se refermait. « Mais à une condition, » continua-t-elle avec un sourire malicieux. « Tu apportes ta tarte aux pommes et aux noix, et je promets qu'il n'y aura aucun gâteau de pâtisserie pour lui faire concurrence. » Je sentis mes yeux s'embuer. « Marché conclu, » dis-je, la voix étranglée par l'émotion. À ce moment-là, j'ai su que ma vengeance avait été complète. Non pas parce que je l'avais humiliée, mais parce que, finalement, elle avait mené à la guérison. Elle avait brisé l'ancienne structure pour qu'une nouvelle, plus forte et plus vraie, puisse être construite à sa place. La justice que j'avais servie, froide et calculée, avait, contre toute attente, ouvert la voie à la chaleur et au pardon. La veille de Noël est arrivée, non pas avec un ciel gris et humide comme l'année précédente, mais avec une journée d'hiver claire et ensoleillée. L'air était froid et vif. J'ai conduit jusqu'à la maison de Mathieu et Aurélie avec ma tarte aux pommes et aux noix soigneusement installée sur le siège passager. Leur maison semblait différente, plus accueillante. Il y avait des dessins de Léo accrochés au réfrigérateur. Les coussins du canapé blanc avaient été remplacés par d'autres, plus colorés et confortables. La maison ne ressemblait plus à une salle d'exposition. Elle ressemblait à un foyer. L'odeur qui m'a accueillie à la porte n'était pas celle d'un désodorisant cher, mais celle de la nourriture qui cuisait. Aurélie était dans la cuisine, portant un tablier, un que je lui avais offert, brodé de notre nouveau logo, Sarah et Aurélie. Elle finalisait une dinde rôtie. « Ça sent merveilleusement bon », dis-je. Elle se tourna et sourit, d'un sourire sincère et chaleureux. « Bienvenue, Sarah. Ta tarte a l'air parfaite. » La soirée fut tout ce que le Noël précédent n'avait pas été. Elle fut bruyante, chaotique et pleine d'amour. Pierre et Chloé étaient là, bien sûr. Nous avons tous aidé dans la cuisine, nous bousculant, riant.
Léo était excité, montrant ses cadeaux. La nourriture était un mélange d'ancien et de nouveau. Il y avait la dinde d'Aurélie, mon gratin, la salade de Chloé. C'était un repas fait par de nombreuses mains, une collaboration. Lorsque nous nous sommes assis à table, Mathieu a levé son verre. « Un toast », dit-il, regardant autour de lui, son regard s'attardant sur moi, puis sur Aurélie, à la famille, avec tous ses rebondissements, et à l'honnêteté, même quand c'est difficile. Nous avons bu à cela, et pendant le dîner, la conversation a coulé facilement. Aurélie nous a parlé d'une nouvelle grosse commande que nous avions reçue pour nos confitures, ses yeux brillants d'enthousiasme. Nous avons parlé des projets pour l'avenir, des rêves pour Léo. Quand l'heure du dessert est arrivée, Aurélie a apporté ma tarte à table avec une révérence théâtrale. L'unique et inégalable tarte aux pommes et noix de Serra Duval, annonça-t-elle. Tout le monde a applaudi et ri, et tandis que je mangeais une part de ma tarte, dans la maison de mon fils, entouré de ma famille, je ressentis un profond sentiment de paix. Le cercle était complet. La blessure de l'année précédente n'était pas seulement guérie, la cicatrice était devenue un rappel de notre capacité à changer, à pardonner et à grandir. Plus tard, alors qu'Aurélie et moi lavions la vaisselle ensemble, elle dit à voix basse « Tu sais, j'ai supprimé mon ancien compte Instagram. »« Tu l'as supprimé ?» demandai-je, surprise. « Oui, j'en ai commencé un nouveau. Tu veux voir ?» Elle s'est séché les mains et a pris son téléphone. Le nouveau compte portait son simple nom, Aurélie Duval. Il n'y avait que quelques photos. Une d'elle et de Mathieu en train de rire, une de Léo jouant dans mon jardin, et la plus récente, une photo de ses mains, à côté des miennes, toutes deux pétrissant du pain, couvertes de farine. La légende disait « J'apprends de la meilleure, les trésors de Serra et Aurélie, la vraie vie. » J'ai souri. « C'est magnifique, Aurélie. C'est réel. » Elle me sourit en retour. « Grâce à toi. » L'humiliation que j'avais ressentie un an plus tôt semblait appartenir à une autre vie, à une autre personne. La femme que j'étais maintenant n'était pas définie par cette douleur, mais par la force qu'elle avait trouvée pour la surmonter. Aujourd'hui, ma vie est plus riche et plus remplie que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai 75 ans, mais je me sens plus énergique qu'il y a 10 ans. Notre petite entreprise, les trésors de Serra et Aurélie, prospère. Ma cuisine est toujours pleine d'activité, de l'odeur des fruits qui cuisent, et de la présence d'Aurélie, qui est devenue non seulement ma belle-fille et mon associée, mais une véritable amie. Je continue de publier sur les trésors de Serra, mais c'est maintenant un compte partagé. Aurélie prend les plus belles photos, et j'écris les histoires. C'est devenu un journal de notre vie, de notre passion pour la nourriture et la terre de Provence. Ma relation avec Mathieu est forte et honnête. Lui et Aurélie semblent vraiment heureux, naviguant ensemble les défis de la vie, sans façade. Et Léo grandit pour devenir un merveilleux petit garçon, avec l'amour de sa mère pour l'esthétique et l'amour de sa grand-mère pour la terre. Parfois, assise sur ma terrasse au crépuscule, regardant les collines devenir violettes, je pense à cette nuit de Noël. Je pense à la femme blessée et humiliée qui a juré de se venger. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Cet acte de rébellion, né de la douleur, a été le catalyseur de tout ce qui a suivi. Il m'a appris que l'âge n'est pas un obstacle pour apprendre, pour changer, ou pour se battre pour le respect. Il m'a appris que parfois, il faut secouer les fondations pour sauver la maison. J'ai appris que l'humilité est une vertu, mais qu'elle ne doit pas être confondue avec la soumission. La dignité est quelque chose que nous portons en nous, mais parfois, nous devons rappeler aux autres qu'elle existe. Ma vengeance ne consistait pas à détruire Aurélie. Il s'agissait de me reconstruire moi-même. Et voilà, mes chers, l'histoire de comment une grand-mère de 74 ans, avec de la farine sur les mains et un téléphone dans l'autre, a trouvé sa voie. Ce n'est pas une histoire de haine, mais une histoire d'amour dur, du genre qui est parfois nécessaire pour nous sauver de nous-mêmes. C'est la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour exiger sa place à table. Si mon petit voyage, de l'humiliation à la guérison, vous a arraché un sourire, ou peut-être vous a fait réfléchir, je serais très heureuse si vous laissiez un « j'aime » ou si vous partagiez votre propre histoire dans les commentaires. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de la vie telle qu'elle est. Après tout, chacun de nous a une recette secrète, que ce soit pour un gâteau ou pour la justice. Et parfois, les ingrédients sont étonnamment les mêmes. La patience, le temps et une touche d'audace.